Bonjour à tous, en ce dimanche, notre émission On refait la semaine va avoir un thème un peu particulier. On ne va pas récapituler la semaine comme l'on le fait souvent avec nos invités et nos chroniqueurs. On va évoquer une grande figure du judaïsme français, qui était Michael Barzvi, le philosophe Michael Barzvi, mais qui était également pendant longtemps le président d'une institution importante, le KKL. On y reviendra bien sûr avec nos chroniqueurs et nos invités. J'ai le plaisir de recevoir, donc comme chaque semaine, Gil Michaeli, vous êtes directeur général du magazine Causeur, ainsi que du magazine Conflit. Bonjour Gil, merci d'être ici avec nous. J'ai le plaisir aussi de recevoir, comme tous les mois, notre ami, l'historien, le spécialiste des relations internationales, Michel Gurfinkiel, chroniqueur notamment à Valeurs Actuelles. Merci d'être avec nous, Michel, pour évoquer Michael, que vous avez très bien connu, dont vous étiez également l'ami. Plaisir aussi de recevoir Olivier Véron. Olivier, on le sait, pour certains le savent, vous êtes le patron des éditions provinciales, elles sont dans l'Isère, mais les éditions provinciales ont une particularité, c'est qu'elles sont l'éditeur historique de Michael Barzvi, et vous republiez un classique qui était La philosophie de l'antisémitisme, avec une préface inédite de Pierre-André Taguieff. On va évidemment en parler dans un instant. Et enfin, last but not least, autour de notre studio, Serge Achdenberg, vous êtes le président d'honneur de Radio J, vous avez fondé cette radio au moment de la libéralisation des ondes, en 1981-82, mais vous étiez aussi un ami très très proche de Michael Barzvi, dont on va tout de suite réentendre la voix. Depuis plus d'une semaine, les manifestations se multiplient en Iran contre le régime en place. Les raisons de cette violente contestation sont liées à la situation économique du pays qui s'est aggravée la dernière année, alors que les Iraniens espéraient que la levée progressive des sanctions allait permettre un regain d'activité et de croissance dont ils pourraient bénéficier. Serge Achdenberg, vous êtes avec nous, vous êtes président d'honneur de Radio J, je le disais, bien sûr. Aujourd'hui, réentendre la voix de Michael Barzvi, 1 an et demi après sa disparition, est-ce que cela vous émeut ? Ah, c'est clair. On a été proches pendant une quarantaine d'années. Quand j'ai créé Radio J, il a été parmi les premiers invités à l'époque, jusqu'au moment où je lui ai proposé de faire une chronique hebdomadaire, ce qu'il a fait pendant plusieurs années, malheureusement jusqu'à ce qu'il ne puisse plus s'exprimer. Et bien sûr, on se voyait régulièrement et on parlait des livres qu'il avait en cours, des livres qu'il avait écrits et de ceux qu'il allait écrire. Voilà. Donc c'était une amitié proche sur beaucoup de plans. Une amitié proche. Il y avait un ciment entre vous, bien sûr. C'était la défense intraitable de l'État d'Israël et la lutte contre toutes les formes contemporaines d'antisémitisme, ce que certains appellent le néo-antisémitisme. On va y venir, évidemment, dans un instant. Mais tout de suite, dites-nous en quelques mots, quel était l'homme, Michael Barzvi ? Quel souvenir avez-vous de sa personne ? D'abord, une immense culture. À part ses écrits philosophiques, il a aussi fait œuvre d'historien, puisqu'il avait notamment écrit une histoire de l'Irgun. Il n'y a pas grand-chose sur l'Irgun dans la littérature, si je puis dire, qui tourne autour d'Israël. En général, on parle plutôt d'autres formes de la résistance juive aux Anglais, mais l'histoire de l'Irgun n'a pas été beaucoup dans les livres. Et Michel avait fait un excellent livre là-dessus, par exemple. Bon. J'en profite pour signaler aussi, Serge, que vous avez mis à l'antenne, il y a quelques années, une série d'histoires du sionisme, de l'idée sioniste, du projet sioniste et de la réalisation d'Israël. C'était un dialogue passionnant, d'ailleurs, entre vous et Michael, et nous allons, lorsque nous aurons notre site internet, c'est-à-dire je touche du bois dans 2 semaines à peu près, nous allons c'est une bonne nouvelle. Nous allons donner accès à tous nos internautes et nos auditeurs à cette série qu'ils pourront podcaster librement dans la partie, disons, d'archives de ce site, parce que qui a l'intérêt justement d'être vu par un historien qui n'était pas ancré à gauche, non pas qu'il ait pris des positions
à droite dans ce livre, mais dans cette série, mais beaucoup plus recentré. Donc ça a vraiment beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup d'informations qu'on ne trouve pas comme ça tous les jours. Alors Gil Michaeli, vous êtes d'une autre génération que Serge. Vous êtes un quarantenaire. Vous dirigez donc le magazine Causeur. Qu'est-ce que représente pour vous ce philosophe, Michael Barzwi, ce leader communautaire, disparu il y a maintenant 1 an et demi? Oui, tout d'abord, pour corriger, j'ai 40 et 15. Oui, alors donc vous êtes un peu plus que quarantenaire. Je vous ai rajeuni comme on fait à la télé. Vous savez, ils se rajeunissent tous, les gens en télé. Merci. Alors pour moi, d'abord, c'est quelqu'un qui pensait les sentiments nationaux, le phénomène national. Très tôt, à l'université de Tel Aviv, donc ça fait presque 30 ans, je me suis intéressé à cette question, même si je n'ai pas consacré mes travaux au sentiment national. On peut dire que c'est une antenne très pluraliste, parce qu'on parle de Michael Barzwi, qui était dans Attendez, vous n'avez rien entendu pour le moment, parce que j'étais l'étudiant, je travaillais avec Shlomo Zand. De Shlomo Zand, absolument, j'allais le dire, et d'Eli Barnavi. Barnavi. Donc là, surtout, je parle de Shlomo Zand. Donc autour de Shlomo Zand, la question était au cœur de nos préoccupations professionnelles à l'époque. Donc avec une lecture, avant même que ce soit traduit en français, de Benedict Anderson, donc les communautés imaginaires, toute cette vision, l'invention d'eux, c'est un courant de l'histoire qui n'est pas sans intérêt, mais qui n'est pas non plus sans problème. Donc, la réflexion de Barzwi sur cette question-là m'a nourri très tôt dans ma carrière intellectuelle. Et c'est vrai aussi que le fait que lui aussi était nourri dans ses études par des courants, je dis pas que il y adhérait, mais il n'était pas étranger à la pensée de Maurras et d'autres. Ça aussi était quelque chose pour moi d'important et de nouveau. Alors justement, Gil, ce qu'on peut dire de Michael sur le plan de la pensée, sinon de la philosophie, c'est qu'il faisait le pont entre l'enseignement qu'il avait reçu de quelqu'un qui l'avait réveillé au judaïsme, qui était le philosophe Pierre Boutan, proche de l'action française, et une pensée sioniste qui s'inscrivait plutôt, disons, dans le courant que Serge évoquait à l'instant, qui était le courant, on va dire, si on veut employer un mot d'aujourd'hui, pas politiquement correct, le courant jabotinskien, le Rérout, etc. Il était proche de cette tradition-là. Est-ce qu'il nous donnait à penser le fait qu'il y avait, au fond, une solidarité, une affinité d'âme entre la nation française et la nation israélienne? Alors, dans l'histoire intellectuelle d'Israël, il était plutôt sur une ligne de crête assez intéressant, parce que si on pousse suffisamment loin certaines idées et inspirations maurassiennes, on arrive vers les gens qu'on appelait les Cananéens, c'est-à-dire ceux qui disaient que le judaïsme, c'était le vaisseau spatial qui a permis à un peuple de traverser l'exil, mais une fois on a atterri sur notre terre, c'est plutôt les Arabes, les autres Sémites qui sont nos frères, naturels, et que tous ces Satmers et autres Noirs avec papillotes qui sont à l'étranger, ces gens de livres qui sont complètement découpés de la terre et des terroirs, tous ceux, on voit pas très bien ce qu'on peut faire ensemble. Donc, c'était pas... Michael, il n'était pas cananéen. Il n'était pas cananéen, mais quand on commence à réfléchir à ces genres d'idées, on est toujours tenté par cette tentation-là, d'ailleurs, qui malgré la marginalité des gens comme Amos Kenan, etc., ils ont laissé quand même un héritage important dans leur réflexion, dans la vie intellectuelle israélienne. Alors, je me souviens... Je me tourne vers vous, Michel Gurfingal. Je me souviens d'un livre assez récent, peut-être il y a 4 ou 5 ans, qu'a édité d'ailleurs Olivier Véron au Provincial, qui célébrait cette espèce d'étrange affinité souterraine, mais pas seulement souterraine, entre un certain patriotisme français, parfois de droite, et la nation israélienne. Vous étiez sensible, vous, à ce thème, vous qui êtes plutôt un conservateur, vous étiez sensible à ce thème de la pensée de Michael Barzwi? Bien entendu, j'y étais sensible, et je dirais que d'une certaine manière, c'était sur ce thème
que Michael et moi, nous nous étions retrouvés. En fait, nous nous sommes rencontrés il y a quasiment 50 ans, au début des années 70, et c'était une sorte de divine surprise pour moi et pour lui de rencontrer quelqu'un qui pensait de la même façon et qui pensait d'une manière totalement différente de la doxa dominante d'après 68. Alors, d'après 68, évidemment marqué par un certain marxisme, et disons les dérivés du marxisme, le maoïsme, etc. Vous n'étiez pas là-dedans, mais vous n'étiez pas pour autant quelqu'un qui s'inscrivait dans une tradition conservatrice ou traditionnaliste, comme les élèves de Pierre Boutan. Vous, c'est pas votre tradition Disons non plus. Que moi, je me situais un petit peu dans une autre tradition, pas très éloignée, mais quand même très différente. J'étais déjà, à cette époque, très influencé par la pensée conservatrice anglo-saxonne. Disons que je me situais pas du tout dans un héritage de la droite française classique. Vous étiez plus Burke que Maurras, pour reprendre Exactement. l'auteur qu'a cité Guy à l'instant. La terre ne ment pas, mais dit pas non plus toute la vérité. Voilà. On peut dire les choses de cette façon-là. Et en tout cas, ce que je savais, ce que j'ai découvert, par exemple, dans ma vie professionnelle, c'est le moment aussi où j'ai rencontré Raymond Bourgine, le fondateur de Valeurs Actuelles, qui était un personnage complètement hors norme et complètement, je dirais, non conformiste dans la droite française. Il avait beaucoup d'affection pour la droite traditionnelle française dont il était issu, dont sa famille était issue, mais lui, il connaissait le monde anglo-saxon, il connaissait le conservatisme. Et c'était pas un conservateur type, puisqu'il était franc-maçon. Il était, il était catholique et franc-maçon, c'est vrai. Mais je viens quand même au point essentiel. Comme Pierre Boutan et comme beaucoup d'autres gens, Raymond Bourgine ne voyait aucune contradiction et au contraire, beaucoup de complémentarité et beaucoup d'harmonique entre le patriotisme français et la construction patriotique israélienne. Il voyait beaucoup d'harmonique entre l'histoire juive et la revendication par les juifs d'une identité juive et l'identité française. Je me rappelle, par exemple, d'un moment tout à fait mémorable où Raymond Bourgine, devant la rédaction de Valeurs Actuelles, avait dit ceci: surtout, je ne veux pas qu'on me parle de la question de la double allégeance, qu'on me fasse des procès de double allégeance vis-à-vis des juifs français qui sont militants pour Israël, parce que la loyauté ne se partage pas. Un juif qui est fidèle au judaïsme est un juif qui sera fidèle à la France. On se retrouve juste après une pause publicitaire, Michel Gurfinkel et tous nos invités pour parler de Michael Barzvi. On refait la semaine continue, c'était une table ronde aujourd'hui spécialement dédiée à la mémoire du philosophe Michael Barzvi, dont Olivier Véron aux éditions des Provinciales réédite Philosophie de l'antisémitisme avec une préface de Pierre-André Taguieff. Mais tout de suite, avec nous, le président d'honneur, le fondateur de Radio J est là, Serge Achtenberg, vous avez été son ami. Pour des hommes de votre génération, la génération qui était la vôtre avec Michael, qu'est-ce qu'a représenté le tournant de l'année 1967, cette césure dramatique dans la conscience juive française? Alors, je voudrais dire deux choses. D'abord, on avait quand même une dizaine d'années d'écart. Il est né en 50. Oui, il était un peu plus jeune. Il était un peu plus jeune que vous. Oui. Donc il avait 17 ans au moment de la guerre de 6 jours. Ce qui nous fait un historique très différent, puisque moi je suis né en pleine guerre et lui est né nettement après la guerre. Donc, mais lui avec un père déporté qui est revenu des camps, ce qui lui a d'ailleurs inspiré un livre après. Mais je voudrais rappeler aussi que Michael Barzvi a traduit Jabotinsky et qu'il a été fortement influencé aussi par la pensée de Jabotinsky. On y faisait référence. En fait, il était un pont entre Boutan et Jabotinsky en quelque sorte. Qu'il avait eu Boutan comme professeur au lycée Turgot.
C'est comme ça qu'ils avaient eu un lien entre eux. Alors, Voilà. d'après vous, Serge, qu'est-ce qu'il aimait chez Vladimir Zeev Jabotinsky? Qu'est-ce qu'il aimait? C'était un certain pessimisme politique? Non, c'est-à-dire que Michel n'était pas un homme de gauche. Ça, c'est sûr. Surtout de cette époque, si vous voulez, de l'époque post-68 art, où la gauche ne voulait pas dire tout à fait la même chose qu'aujourd'hui et probablement que demain. Donc, il était dans une autre mouvance, et aussi parce que Michel considérait, mais ça je pense que on en parlera, finalement, que le danger antisioniste venait pas de l'extrême droite, mais plutôt de l'extrême gauche. Alors, justement, vous le rappeliez à l'instant avec Guy, il n'avait que 17 ans. Hein. Il était un peu plus jeune que vous, il avait 17 ans, mais quand même, 17 ans, c'est déjà... Mais engagé. Ouais, c'est souvent déjà l'âge d'une certaine conscience sociale et politique. Enfin, on est conscient des choses à 17 ans, donc il était très conscient de ce que faisait le général de Gaulle, par exemple, en 1967, avec la conférence de presse restée célèbre. Il était conscient aussi que Israël vaincra, c'était un petit groupe de juifs qui se retrouvaient seuls face à une grande partie de la gauche. En France, c'était ça la réalité. Est-ce qu'il a vu venir, au fond, d'après vous, Serge, les atours nouveaux de l'antisémitisme? Est-ce qu'il a vu venir cette espèce de virage vers la gauche d'une grande partie de la rhétorique néo-antisémite? Oui, non, mais c'est clair. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas... il voyait aussi bien, si vous voulez, cet antisémitisme de l'extrême droite qui existe toujours avec des journaux comme Rivarol ou je ne sais qui. Et qui existe encore toujours en 2019. Toujours en 2019. Et il était également très conscient, non seulement du Parti communiste français, mais d'autres composantes de l'extrême gauche qui se sont... Alors, c'était pas la composante de Cohn-Bendit, c'était pas cela. Bon, il faisait bien évidemment la différence entre les problèmes intérieurs français et les problèmes internationaux de cette gauche. Il mélangeait pas tout, bien évidemment. Alors aujourd'hui, les consciences bougent un peu, Serge. On a eu un Premier ministre, Manuel Valls, on a un président de la République aujourd'hui dont on peut critiquer l'action, mais sur ce plan-là, il est courageux. Macron a dénoncé, c'était au 34e dîner du CRIF, le fait que l'antisionisme est le visage présentable, entre guillemets, de l'antisémitisme. Donc maintenant, c'est dit, et c'est dit contre une partie de la gauche égarée. Ça devrait satisfaire l'ami et l'éditeur de Michael Barzwi, puisque Michael a été un des premiers à dire, mais attendez, l'avenir de l'antisémitisme dans les sociétés européennes, et notamment en France, il se situe plus à gauche qu'à droite, hein, si il faut résumer. À mon avis, cette distinction entre gauche et droite est un peu superficielle. Pourquoi ? C'est pour ça que Michael n'y a pas prêté tant d'attention que ça. En réalité, le mouvement du sionisme tel qu'il le concevait, et le mouvement de l'histoire, et la relation de l'homme à sa nation et à son destin est beaucoup plus profond que simplement une prise de position politique. C'est d'ailleurs ce qui était intéressant chez lui. Alors, par exemple, il y a des sensibilités malgré tout. Oui, vous savez bien que les hommes de gauche ça existe, les hommes de droite ça existe, les hommes d'extrême droite ça existe. Il y a des sensibilités. Je pense que ce qu'il reprochait plutôt à la gauche, si on veut, ou à certains hommes de droite, c'est l'idéologie. C'est-à-dire le fait, justement, de ne pas prendre assez au sérieux les faits, la réalité historique et présente, et le souci politique. Et c'est justement pour ça que il a préféré être plus discret sur certains aspects et faire un travail de fond qui essaye de renouer ce qu'il appelait, de retrouver ce qu'il appelait un secret passage de l'exil à l'être. Et je pense que c'était ça qui était au cœur de sa pensée philosophique et politique, et c'est pour ça que, dans certains cas, ses positions politiques ont pu être surprenantes. Alors, restons quand même encore un mot là-dessus, Olivier. Il a donné, ce qui n'est pas le cas de tous les idéologues du sionisme, il a donné une densité métaphysique au sionisme. S'il faut résumer les grands traits de sa conception du sionisme, qu'est-ce qu'on peut en dire à nos auditeurs de Radio J aujourd'hui ? Eh bien, Mickey était à l'intersection de plusieurs histoires. D'abord, comme Serge Achtenberg l'a rappelé, son père était un rescapé de la Shoah. Ensuite, il a eu comme professeur de philosophie Pierre Boutan. Et donc, ça fait une double filiation, si on peut dire, à la fois familiale et spirituelle, qui est en soi une espèce de contradiction. Mais il ne faudrait pas prendre cette rencontre décisive avec Pierre Boutan comme une espèce de
de détails historiques et biographiques. En fait, dans 2 textes assez personnels que Michael a écrits et publiés, il insiste un peu sur son propre parcours, ce qui n'était pas sa pente naturelle parce que c'était quelqu'un de très pudique, et il insiste sur le fait que comme enfant, en tant que fils de déporté, il a dû apprendre quel était son rôle dans l'histoire et trouver les moyens d'exister. Et ce qui lui a été évidemment utile à ça, c'est pas seulement l'histoire du judaïsme et d'Israël, mais ça a été aussi quelque chose qu'il ne trouvait nulle part ailleurs et qui l'a prédisposé d'une certaine manière à être sensible à l'enseignement de Boutan, c'est la chevalerie, ce qu'il appelle aussi la poésie de la vie. Et donc je pense que ça traduit cette espèce de personnalité complexe et à la fois extrêmement cohérente, authentique qu'était Michael. Alors Olivier Véron évoque la chevalerie. Vous sentez le caractère chevaleresque de Michael Barzvi dans sa défense même du sionisme contre les néo-antisémites d'aujourd'hui? Déjà, il y a son usage pas très modéré de termes de l'honneur. Sauver l'honneur de peuple, etc. Israël, il y a d'autres dimensions, mais il parle beaucoup de l'honneur de peuple juif et des juifs. Mais je voulais peut-être proposer une autre synthèse qui, comme tous les synthèses et raccourcis, en parle des vérités, mais aussi peut-être quelque chose de trop général. J'ai trouvé dans la citation de George Steiner, qui est dans ses livres, quelque chose qui est très intéressant dans la pensée de Bar Zohar. Si je peux le résumer, les judaïsmes, ce n'est pas le catholicisme des juifs. Et il y a un énorme malentendu, parce que souvent, chez ceux qui ne sont pas juifs, il y a une projection. Vous êtes juif comme nous sommes chrétiens ou catholiques. Et quand on comprend que c'est pas ça, et dans la citation de George Steiner, c'est juste que c'est ramassé. On trouve ça chez Michael dans plusieurs endroits. Le judaïsme n'est pas une religion pure comme le catholicisme. C'est la constitution d'un État, ou moi je dirais la constitution d'une république. C'est un groupe qui était déjà, et donc si on avance dans cette réflexion sur le sentiment national, les Juifs ont en eux, dans l'ADN, le gène de la nation. Oui. Même avant que le sentiment national, dans l'essence de 18e, 19e siècle, existe. Alors, qu'est-ce qu'il nous disait, justement, Michael Barzvi, sur cette conception juive, cette pratique juive de la souveraineté? Bon, d'abord, c'est ça, c'est-à-dire que le judaïsme est une constitution. C'est fondamental. C'est pas une croyance. C'est une constitution, et le peuple juif, c'est ceux qui obéissent à la loi. C'est très important, ça, Gil Michaeli. Vous êtes d'accord, Michel Gurfinkel? Tout à fait, mais je voudrais reprendre le problème sous un angle un tout petit peu différent. Je disais tout à l'heure que quand j'avais rencontré Michael Barzvi, nous étions heureux de nous retrouver parce que nous étions en quelque sorte des exceptions dans un univers culturel, mental, politique, idéologique. Dominé par le progressisme, on va dire. Dominé par le progressisme. Mais, en même temps, je crois que Michael Barzvi a incarné, il a donné des mots à ce qu'en fait, la plus grande partie du peuple juif, quand je dis le peuple juif en France, qu'on appelle la communauté juive, mais également finalement en Israël, ressentait et ne savait pas très bien exprimer parce que, encore une fois, il y avait des idéologies différentes, il y avait des appareillages idéologiques qui étaient en place et il fallait s'exprimer à travers ces appareillages. Les mots et les concepts manquaient pour dire autre chose. Et ce que essentiellement Barzvi a réussi à dire, c'est que le judaïsme d'abord n'est pas seulement une souffrance, une tragédie, ce n'est pas seulement le règne de l'absurde, c'est aussi une fidélité, un héritage, une tradition et la volonté de continuer par-delà des épreuves telles que la Shoah par exemple. Et puis aussi, les Juifs n'avaient plus d'excuses à présenter à personne. Vous savez, il y a eu un grand bouleversement sémantique après la Shoah. Jusqu'à la Shoah, les Juifs en France, par exemple, étaient des Israélites. Après la Shoah, ils ont repris le mot juif, qui était un mot
conçu quasiment comme une insulte, juste là, ils l'ont repris en disant oui, nous sommes juifs, et maintenant nous n'avons plus de compte à rendre. Et donc c'est ça l'idée de la souveraineté retrouvée des Juifs. Nous n'avons plus de compte à rendre, nous serons nous-mêmes dans notre fidélité. Serge Adenberg, vous êtes d'accord avec Michel Gurfinkel? Oui. Il y avait un sens de l'honneur juif, et une affirmation du fait que exercer une souveraineté sous la forme stato-nationale, c'était pas un crime, c'était légitime. Non, justement, le retour à Sion, le retour à la terre, était important. On ne l'avait pas jusqu'en 48. Là-dessus, il s'engage à fond. Et quand il commence un de ses livres avec ce sous-officier britannique à la libération des camps qui dit à son père « Vous croyez que vous êtes libre, mais c'est maintenant qu'il va falloir se battre. » Et ça, c'est tout son combat qui a été de dire la guerre. Il y en a une qui est terminée, mais maintenant on en fait une autre, c'est celle du peuple juif qui doit revenir chez lui sur sa terre. Et donc c'est vraiment le caractère vraiment sioniste réalisateur de Michael. Merci beaucoup Serge Adenberg. On marque une courte pause publicitaire et on se retrouve, on va parler de son œuvre à la tête du Keren Kaïmet Israël. On refait la semaine continue, on est toujours en compagnie de Serge Adenberg, de Gil Michaeli, d'Olivier Véron et de Michel Gurfinkel pour évoquer la haute figure de Michael Barzvi, disparu il y a maintenant 1 an et demi. J'ai fait une petite erreur que Serge a corrigée off the records. Effectivement, il était directeur général du Keren Kaïmet Israël. Et donc, on va évoquer en quelques minutes justement ce que ça représentait pour lui. Le KKL est chargé de l'aménagement du territoire en Israël, est chargé du reboisement d'Israël. D'après vous, ça avait une signification aussi philosophique pour lui de s'occuper de cette institution importante du judaïsme? Oui, c'est-à-dire quand on parle de souveraineté, c'est quelque chose de très concret, c'est pas uniquement une idée, et surtout les liens avec la terre et les liens entre le peuple juif et une certaine terre, ça une importance concrète et symbolique qu'on peut pas exagérer. Alors Olivier Véron, vous le connaissiez déjà à cette époque-là, quand il dirigeait le KKL à Paris. C'était important pour lui cette mission. C'était pas simplement évidemment une activité professionnelle, c'était aussi, j'imagine, une mitzvah pour lui. Oui, bien sûr. D'ailleurs, Michael, avant cette fonction-là, avait eu des responsabilités à caractère politique, comme la direction de l'agence juive, par exemple. Donc, il a partagé sa vie entre une carrière philosophique et d'écrivain, et puis une carrière plus ancrée sur l'action de terrain. L'action publique. Voilà. On peut d'ailleurs même lui en faire le reproche, parce d'une certaine manière, il a assez peu publié, notamment en hébreu, où il a écrit quelques textes, mais aucun livre. Et donc, on peut dire que son œuvre philosophique et politique, proprement dite, est venue assez tard, parce que il a été sollicité très fortement par son activité d'enseignant et aussi parfois par son activité de terrain. Alors Gil Michaeli, je le rappelais, vous êtes israélien, mais vous êtes aussi maintenant français et vous dirigez le magazine Causeur. Vous aviez eu l'occasion de le rencontrer au KKL? Je pense que je l'avais croisé, je l'ai même écouté une ou deux fois, mais on n'avait pas des liens, une relation particulière. Et je voulais juste dire quelque chose par rapport au KKL. Pour un Israélien, et pour quelqu'un qui a une famille qui est issue de l'Europe, la boîte, quand j'étais à l'école maternelle, tous les vendredis, la maîtresse passait avec une boîte de KKL où il y avait la carte d'Israël, c'était bleu, avec la carte d'Israël, et chacun mis quelques centimes dedans, et ma mère m'a donné tous les vendredis, quand j'avais 3 ou 4 ans, la monnaie pour le KKL. Et c'était pareil pour ma grand-mère. C'est-à-dire même, c'était pas à l'école évidemment, parce qu'elle allait à l'école royale roumaine, mais cette boîte avec le KKL, avec la carte d'Israël, avec les arbres, quand je suis né, le maire de Rehovot a envoyé à mes parents un certificat comme quoi un arbre a été planté à mon nom dans une forêt de KKL. Donc, vous vous souvenez de la forêt?
Non. Ah, vous avez oublié. Bon. Non, mais c'est-à-dire que j'imagine que ça a été déjà brûlé 3 fois et renouvelé heureusement par la naissance d'autres petits juifs qui méritaient leur arbre. Non, je suis pas rancunier, mais je veux dire que c'est quelque chose qui la KKL accompagnait notre vie dans le sens le plus basique. Au-delà de la politique, c'était un imaginaire, un rituel. Alors, on refait la semaine continue. On est toujours en compagnie de Michel Köfenkel, d'Olivier Véron, de Serge Adenberg et de Gil Miraeli. Mais on s'envole quelques instants, chers amis, pour Jérusalem, où on va retrouver la correspondance, disons plus politique, plus directement politique, de Pascal Sonnenschein. Pascal, bonjour. Bonjour Alexis. Alors, on en est où ? Eh bien, plus l'échéance se rapproche et plus les nerfs se tendent. La presse israélienne s'est fait l'écho cette semaine de cette nervosité qui saisit tout le monde. L'échéance d'une nouvelle confrontation à Gaza d'abord. À chaque nouveau cycle de violence, Israël sait que le prochain conflit ouvert avec le Hamas se fait un peu plus proche. Les mots sont toujours les mêmes pour décrire une situation inextricable qu'il faut gérer au jour le jour pour repousser son explosion. Au début de la semaine, c'est une seule photo qui a suffi à résumer l'exaspération et l'impuissance, celle d'une fillette de 5 ans recroquevillée sous le corps de sa mère et dont on voit seulement les 2 petits pieds dépassés sur le sol en béton de la pièce fortifiée de leur appartement de Sderot pendant que les roquettes palestiniennes pleuvent sur la ville de l'ouest du Negev. D'abord virale sur les réseaux sociaux, l'image a fait son chemin vers les unes des journaux. L'échéance de l'Iran, ensuite. Téhéran a annoncé cette semaine la reprise de l'enrichissement d'uranium dans son usine de Fordo. Non seulement la politique de pression sur l'Iran a échoué, mais elle n'a fait que lui donner plus d'audace, constate Amos Harel dans Haaretz. Si l'Iran se sent pousser des ailes, estime le commentateur militaire, c'est parce que les États-Unis se désengagent du Proche-Orient et que le président Trump ne veut pas d'une confrontation avec les Iraniens. Le plan en 12 points que l'administration américaine avait présenté en 2018 comme alternative à son retrait de l'accord international sur le nucléaire iranien et qui se fondait largement sur le renouvellement des sanctions et des pressions économiques sur le régime de Téhéran, ne l'a fait ni plier ni tomber, constate Amos Harel. Au contraire, l'Iran a entrepris la 4e phase de son plan de violation de l'accord international de 2015, ce qui pourrait lui permettre d'atteindre la capacité nucléaire militaire en moins d'1 an, selon l'estimation des services de renseignement américains et israéliens. Le seul facteur qui freine encore l'Iran dans sa course, estime Amos Harel, ne vient pas des États-Unis, mais de l'Irak et du Liban, où les manifestations sont un rappel que la contestation populaire qui avait déstabilisé toute la région au début de la décennie n'a pas encore épuisé son potentiel de bouleversement du Proche-Orient. Dans Idiot Aharonot, Ron Ben Ishai examine la question sous un angle différent. Depuis 1 an, en Israël, c'est la politique intérieure qui a investi l'espace médiatique, au point que chaque annonce sur la menace iranienne est décortiquée avec scepticisme comme une possible manipulation politique du Premier ministre Benyamin Netanyahou. Hélas, répond le commentateur militaire, les événements sur le terrain et les signaux captés par les services de renseignement témoignent, sans doute possible, du potentiel explosif de la menace iranienne. Il ne s'agit pas pourtant d'une menace stratégique sur la sécurité nationale, en tout cas pas tout de suite, tempère Ben Ishai, ni même d'une menace existentielle sur Israël, mais le lent processus de réveil du projet nucléaire militaire iranien de l'hibernation que lui avait imposé l'accord international justifie inquiétude et regain de vigilance, car il pourrait accélérer plus vite que prévu, estime le journaliste qui couvre les guerres d'Israël depuis plus de 40 ans. Échéance judiciaire, enfin, dans quelques semaines, peut-être ce mois-ci, peut-être le mois prochain, le procureur général doit finaliser sa décision sur une possible mise en examen du Premier ministre Benyamin Netanyahou dans des affaires de corruption. Signe de la nervosité croissante autour d'une affaire susceptible de bouleverser en profondeur le paysage politique d'Israël, cette semaine a vu le choc de 3 pouvoirs, judiciaires, exécutifs et médiatiques. C'est Amit Segal, le journaliste politique de la chaîne 12 de la télévision israélienne, qui a mis le feu aux poudres lundi soir en révélant que Nir Hefetz, le principal témoin à charge contre le chef du gouvernement, aurait fait l'objet de pression de la part de la police qui l'aurait contraint à fournir un faux témoignage pour incriminer Benyamin Netanyahou. D'autres médias ont pris le relais, expliquant qu'ils allaient chercher eux aussi à obtenir des éclaircissements, mais qu'ils étaient limités dans leur marge de manœuvre par l'obligation de non-divulgation d'informations
sur une procédure judiciaire en cours. Qu'à cela ne tienne, c'est le ministre de la Justice en personne, l'élu Likoud Amir Ohana, qui révélait 2 jours plus tard, depuis la tribune de la Knesset, que le témoin à charge, Nir Khefetz, avait été privé de sommeil, contraint de rester debout durant de longues heures d'interrogatoire et que les enquêteurs avaient même menacé de révéler sa liaison extra-conjugale à sa famille pour le faire craquer et changer son témoignage. Alors, le ministre de la Justice a-t-il utilisé son immunité parlementaire pour violer le secret de l'instruction ? S'est-il contenté de reprendre, comme il l'a affirmé, les informations qui circulaient déjà librement sur les réseaux sociaux et qui rendent aussi anachronique qu'inutile la censure judiciaire ? Sima Kadmon dans Yediot Aharonot et Yossi Werther dans Haaretz sont d'accord et reprennent quasiment les mêmes mots pour accuser le ministre d'avoir servi son maître Netanyahou. Ben Caspit dans Maariv va encore plus loin. Ce sont des jours terribles pour la démocratie, affirme l'éditorialiste, qui réclame une enquête en profondeur avant que le chaos ne s'empare des institutions de l'État. Nul doute en effet que tout est tendu à craquer et pour les Israéliens au bord de la crise de nerfs, une seule issue, celle réclamée par Sima Kadmon dans Idiot, que le procureur général décide enfin, dans un sens ou dans l'autre, du sort de Benjamin Netanyahou. On vous remercie Pascal, à demain bien sûr et Erev Tov dans l'immédiat. Alors Michel Gurfinkiel, vous écoutiez Pascal Zonshine, le potentiel explosif de la menace iranienne, je reprends les termes d'un des journalistes dont elle a cité l'éditorial. Est-ce qu'il n'est pas au fond en train d'éveiller chez beaucoup d'Israéliens la conscience que Trump les a lâchés ? Il y a une donnée géopolitique incontournable. Les États-Unis ont amorcé un retrait stratégique au Proche-Orient et dans le reste du monde. Ce retrait était peut-être inévitable à terme. Il a commencé avant Trump. Trump, pour ses raisons à lui et à travers ses propres méthodes et ses propres priorités, maintient le cap dans cette direction. Par conséquent, une situation sans précédent est en train de se créer au Moyen-Orient parce que la géopolitique a horreur du vide. Alors vous, le spectateur engagé que vous êtes, Serge Achtenberg, fondateur de cette radio, vous êtes inquiet ? Ce qui serait grave, ce ne serait de ne pas être inquiet, parce que à ce moment-là, ce serait le désarmement du pays. Et ça a déjà coûté cher à Israël il y a quelques années dans une guerre précédente. Donc je crois que ça a servi de leçon et je crois surtout que les Iraniens font aussi tout ce qu'il faut pour que les Israéliens soient inquiets. Voilà, donc soyons inquiets. Et Guy Michaeli, vous êtes inquiet aussi ? Oui, on dit « Ashrei Adam doeg tamid ». C'est-à-dire il faut être toujours un peu inquiet. Et l'une des choses les plus dangereuse en politique, c'est l'optimisme. Il faut être toujours un peu pessimiste, comme ça les choses se passent mieux. Juste deux remarques rapides sur Israël. D'abord, Gantz rassure. Il a participé dans quelques réunions avec les membres de Likoud et les fuites derrière étaient que les gens étaient agréablement surpris et donc l'un des arguments majeurs qu'on va remplacer un vieux cheval de bataille par un bleu, ça tient de moins en moins dans l'opinion publique. Et la dernière chose, qui est la chose la plus intéressante peut-être avec l'Iran, ce qu'ils sont dit à Vienne aujourd'hui, Netanyahou a pointé quelques sites où les Iraniens avaient des activités illicites. Les centrifugeuses, oui. Exactement. Non, pas ça. C'est-à-dire des sites où c'est plus compliqué que ça. C'est pas. On peut dire que puisque les Américains sont retirés, qu'est-ce qu'on peut dire aux Iraniens s'ils font la même chose ? Mais là, on parle d'autre chose. On parle des choses qui se passent à côté, des choses qu'ils n'ont jamais déclarées. Netanyahou, en plusieurs reprises, a dit là, allez vérifier là et là. Et les Iraniens ne coopèrent pas. Et ça, c'est très très important. Merci beaucoup. Pour finir, Olivier Véran, vous êtes l'ami, vous êtes l'éditeur de Michael Barzvi. On a raison d'être inquiet, d'après vous. Il serait inquiet aujourd'hui s'il était face à cette recrudescence de la menace iranienne ?
En une minute, top chrono. Bien sûr, Boutan lui avait laissé le concept de souci politique et il savait très bien que l'attitude de l'Europe, notamment vis-à-vis de l'Iran, était révélatrice d'une espèce de frénésie du monde d'aujourd'hui à se reprendre les affaires avec ce producteur de pétrole important en méprisant justement la réalité des peuples et ce souci politique. Merci infiniment à tous les quatre. Merci Michel Gurfinkel, merci Olivier Véron, merci Gil Miraeli et enfin merci à notre fondateur Serge Achtenberg. Je rappelle Philosophie de l'antisémitisme aux éditions Les Provinciales avec une préface de Pierre-André Taguieff, une postface de Pierre-André Taguieff. La semaine prochaine, on sera avec Francis Khalifa, le président du CRIF, qui nous présentera sa convention nationale annuelle. Merci à tous.